Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur la chaîne de Zafki, que je remercie, pour répondre à une question que vous vous posez dans la rubrique Questions à Diran. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question pourquoi passer des microservices au serverless? Quels sont les tenants et les aboutissants? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Et pourquoi est-ce qu'on entend énormément parler de cette partie serverless? C'est autant de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant, je tenais à me présenter. Je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. J'interviens au sein d'entreprises et de centres de formation pour permettre aux collaborateurs de monter en compétences sur les différentes technos, Kubernetes, Docker, GitLab, Ansible, etc. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Zafki, je vous invite à la faire assez rapidement. Et vous pouvez également nous rejoindre directement sur EasyTraining. Sans plus tarder, nous allons débuter notre sujet. Nous allons déjà commencer par expliquer le principe de serverless. Alors, pour cela, nous allons designer une application assez basique. Une application qui permet de faire de la reconnaissance de monuments sur des photos. Donc, Image Recognition. Bon, j'écris en anglais, Recognition. Voilà. Alors, nous allons designer l'application. On a un front-end. Ensuite, on a un module de stockage. Ensuite, on a un module qui permet de faire de la reconnaissance d'images. Donc, le module de reconnaissance. Et ensuite, on a le module de restitution de réponse. Restitution. Très bien. Alors, imaginons cette application est en effet une application découplée avec 4 microservices. Un pour le front-end, un pour le stockage, un pour la partie reconnaissance d'image et 4 pour la restitution. Les microservices ont été intéressants pour nous permettre en effet de pouvoir découpler cette application en différents microservices qui en effet peuvent communiquer et nous donnent la possibilité de pouvoir la déployer beaucoup plus facilement. Donc les microservices apportent de la flexibilité, de l'agilité et nous permettent également de pouvoir gérer le versionning de nos applications de façon indépendante les unes des autres. Donc je ne reviens pas sur l'aspect pourquoi les microservices. J'ai déjà fait une vidéo dessus qui se trouve sur la chaîne de Zafki. Bien. L'élément qui va nous intéresser, c'est le suivant. Je vais vous montrer. C'est ce composant-ci. Lui. Alors, le front-end va rester up and running H24. Parce qu'en effet, ce sont les utilisateurs qui se connectent sur ce front-end-ci. Donc, il va être disponible 24 heures sur 24 et up and running. Sauf que la demande de reconnaissance de l'image doit être provoquée uniquement lorsqu'il y a un upload d'image sur le stockage. Ça veut dire que, en réalité, on perd de la puissance de calcul lorsqu'on laisse ce microservice s'exécuter et également celui-ci ad vitam aeternam. Je répète encore ce que je disais. Ces deux modules-ci, en réalité, ne sont nécessaires que lorsque des événements bien spécifiques sont rencontrés. On les appelle souvent des triggers. Donc, là, on se rend compte qu'on perd de la puissance de calcul et on se dit, pourquoi ne pas tout simplement invoquer le microservice lorsqu'on en a besoin? Pourquoi ne pas l'invoquer uniquement lorsque c'est nécessaire? Parce que si on le laisse tourner ad vitam aeternam, potentiellement, il va consommer de la RAM et du CPU alors qu'on n'a pas peut-être suffisamment de ressources. Ça veut donc dire que, au niveau de notre module de stockage, on va dire si upload, alors call lambda avec les paramètres notamment liés à l'adresse de l'image pour qu'il aille la récupérer. Et lorsque lui il a fini de s'exécuter, du coup, on peut appeler ce dernier. Donc, le fait de vouloir économiser les ressources consommées par le microservice ou l'application va donc être appelé du serverless.
serverless. Moins de serveurs, moins de calculs consommés, moins de compute consommé. Et c'est donc ça l'intérêt. Là, c'est juste une toute petite application. Imaginez si vous avez vraiment une très grande application. Mais ça peut réellement avoir un intérêt en termes d'économie de pouvoir en effet créer donc des fonctions, des lambdas, qui vont pouvoir se déclencher à des événements bien spécifiques. Voilà le décor étant planté. Maintenant, nous allons parler de pourquoi en effet on va utiliser les deux en parallèle. Vous l'aurez bien compris les amis, le but ce n'est pas de supprimer les microservices, non. Parce qu'on aura toujours besoin d'applications qui vont être exécutées dans le temps. Mais sauf qu'on en aura d'autres qui peuvent en effet être rendues serverless. C'est très important de garder cela à l'esprit. Du coup, les cloud providers AWS, Azure, etc. vont proposer des services où ils vont exécuter votre fonction, par exemple, de reconnaissance d'image lorsqu'un événement spécifique va se lancer. Alors, lorsque j'anime ce genre de formation, notamment sur les serverless, la question qu'on me pose c'est, mais Diran, lorsque l'on a en effet notre machine en entreprise, peu importe si la lambda se lance ou alors la fonction se lance, on va toujours payer le serveur où est déployé ces applications-là. Et ils ont totalement raison. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que au lieu d'avoir, par exemple, 50 machines où sont déployés ces différents microservices-là, on peut rationaliser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur une machine, par exemple, on peut créer 3 fonctions et on sait que les fonctions, généralement, ne seront pas appelées toutes ensemble. Ça veut dire qu'on peut en avoir simplement une petite machine qui a dessus les 3 fonctions qui sont de type serverless, mais on sait en effet qu'on aura besoin de puissance de calcul uniquement lorsque certains événements seront rencontrés. Ça veut dire qu'on pousse encore un peu plus le principe d'économie, le principe de rationalisation. Donc oui, vous allez en effet payer ce serveur, mais vous allez payer ce serveur moins cher. Quand je dis moins cher, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une VM par exemple de, je sais pas moi, de 4 Go, vous aurez peut-être une VM d'1 Go. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, les entreprises vont donc créer un serveur qui va délivrer ce qu'on appelle du FAS, du Function as a Service. Donc, un serveur dédié à exécuter tout simplement des actions ponctuelles. Et c'est le même principe en effet sur AWS avec le service Lambda. Vous définissez votre fonction dans votre algorithme de reconnaissance et ensuite, suite à la réception d'événements, il va lancer un microservice qui va exécuter cela. Mais on est bien d'accord que si tout le monde lance en effet son microservice ou sa lambda en même temps et pendant un long moment, ça n'a plus d'intérêt. Les fonctions ou le serverless, c'est généralement pour exécuter des tâches bien spécifiques pendant peu de temps. C'est vraiment ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas pour une opération qui doit prendre énormément de temps. Ma définition du serverless peut différer avec d'autres formateurs ou alors ce que vous avez sur Internet. Moi, en effet, je parle de serverless en termes d'exécution ponctuelle d'une tâche. Maintenant, certains peuvent considérer que le serverless, ça peut être des conteneurs. Mais moi, je ne partage pas cette opinion-là. Pour moi, les conteneurs se situent au niveau des microservices qui s'exécutent pendant un certain temps. Pour moi, le serverless, c'est une exécution ponctuelle dont le but, en effet, c'est de consommer le minimum de ressources possibles. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur la partie, en effet, serverless ou alors microservices au serverless. Le but n'est pas, en effet, de passer complètement des microservices au serverless, non, mais c'est d'utiliser le serverless autant que possible pour pouvoir économiser les différentes ressources de notre infrastructure et donc rationaliser la consommation et même les coûts. Parce que sur AWS, plus vous allez découpler votre application pour qu'elle utilise des lambdas, mieux également votre coût sera. Au lieu d'avoir des VM qui s'exécutent et qui ne servent absolument à rien, mieux vaut payer uniquement lorsque votre ressource en fait va s'exécuter. N'hésitez pas les amis, si vous avez d'autres questions ou des choses qui n'ont pas été claires, à les mettre dans les commentaires et je me ferai un plaisir, avec l'aide de Zafki,
de répondre à ces questions le moment venu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la rubrique questions à Diran. C'était Diran Tafin, votre formateur passionné. Allez, ciao, ciao.